Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. C'est avec grand plaisir donc, que nous accueillons Flora Katz et Tristan Garcia, tous deux incontournables quant à la lecture du travail de Pierre. Ce sont des échanges précieux que nous avons avec Tristan et Flora depuis plusieurs années et je les remercie d'être avec nous ce soir. Donc je vais commencer par présenter Flora. Qui débutera cette soirée. Flora est docteur en philosophie de l'art Paris 1, la Sorbonne, critique d'art et commissaire d'exposition à la Luma à Arles. Elle a fait sa thèse sur l'œuvre de Pierre, notamment à partir de ses archives. En 2016, elle rencontre Pierre à son atelier à New York et commence à étudier des centaines de notes, de schémas, de dessins que Pierre a réalisé au fil des ans pour la préparation de ses œuvres et de ses expositions. C'est aussi à ce moment-là qu'on se rencontre avec Flora. Donc ce fantastique travail de recherche qu'elle a fait sur plusieurs années sera publié, on l'espère, cette année aux éditions Macula. Donc cette lecture de Flora est très précieuse pour nous car elle permet de comprendre le cheminement de l'artiste, ses intentions, ses réflexions en amont même de l'existence des œuvres. Ce soir, elle reviendra notamment sur des œuvres plus anciennes, telles que The Host and the Cloud, dont vous aurez une projection demain soir à 18h ici même, œuvre qui date de 2009-2010. Elle parlera également de Untitled, présenté à la Documenta 13 en 2012, ou encore After a Life Ahead, présenté à Sculpture Project Monster en 2017. Et enfin, pour une œuvre plus récente, Umwelt, dont une variation est présente dans l'exposition, Liminal, qui en ce moment que vous avez déjà peut-être vu. Nous avons choisi de faire ce focus arrière à l'occasion de cette soirée pour comprendre cette exploration commune dans le travail de Pierre autour de l'indéterminé, de l'imprédictibilité, d'où émergent d'autres possibles, tant au niveau des formes que de la pensée. Tristan Garcia, lui, est philosophe et écrivain. Il a publié plusieurs ouvrages théoriques, dont Forme et objet, Nous, La vie intense, Laisser être et rendre puissant, son dernier ouvrage de métaphysique dont la lecture a beaucoup nourri Pierre ces dernières années. Il a également publié plusieurs romans, La meilleure part des hommes, Mémoire de la jungle, 7, et plus récemment le deuxième tome, Vie contre vie, Histoire de la souffrance. La pensée de Tristan accompagne Pierre depuis longtemps également. Il avait déjà écrit un texte en 2014 lors de la rétrospective à Pompidou. C'est à ce même moment que Tristan rencontre Flora également autour de l'œuvre de Pierre. Nous avons eu la chance d'être en conversation avec Tristan pour la préparation de cette exposition liminale. De ces conversations avec Pierre ont résulté un très beau texte intitulé Une accrétion sur les ruines de la volonté, sur lequel il va revenir, je crois, ce soir. Texte publié dans le catalogue de Pierre à l'occasion de l'exposition. Dans ce texte, il y interroge les combinaisons et les distinctions entre le volontaire et l'involontaire, une sorte de cartographie du vouloir et du non-vouloir, mais je lui laisserai le soin de développer. En introduction de ces deux temps avec Flora et Tristan, donc chaque présentation durera une trentaine de minutes. Je voulais en quelques mots revenir sur l'exposition liminale et ce qui nous intéresse ici ce soir dans ces conversations, dans ces présentations. Donc cette exposition a vraiment été pour Pierre l'occasion d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles modalités de fiction qui sont peuplées par ce que l'on pourrait appeler des créatures-idées, que Flora appellera dans sa présentation des monstres également, on nous expliquera. Donc ces créatures sont possédées par de multiples voix, par de multiples subjectivités qui vont apprendre, évoluer, se modifier pendant et au-delà de l'exposition. Donc en ça, c'est des réflexions que Pierre a aussi depuis nombreuses années. Les œuvres ici, les nouvelles œuvres notamment, sont comme des relais, des passages entre notre réalité sensible et une entité inhumaine qui est incarnée par ces créatures dont je vous parle, qui sont tous autant de véhicules d'accès au possible ou à l'impossible. Pour reprendre aussi quelques mots de Tristan qu'il a repris dans son texte et dont on a parlé lors de nos conversations, il s'agit de créer des images de ce qui n'est pas, de ce qui n'est pas encore ou de ce qui pourrait être.
Avec l'exposition liminale, on assiste à la formation des conditions qui permettent à un autre vouloir d'exister, d'apprendre, d'être sensible, ouvrant ainsi le champ des possibles. Et pour reprendre encore une fois les mots de Tristan, de ces créatures émerge alors une sorte de volonté à basse intensité de faire advenir d'autres intentions nouvelles, peut-être inhumaines, peut-être sans corps, peut-être sans vie. Donc c'est ce dont nous parlerons ce soir. Je vais laisser la parole à Flora. Et donc, à l'issue de la présentation de Flora, puis de Tristan qui sera en vision, vous pourrez poser vos questions aux deux à la fin de ces présentations. Merci. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie de participer à cette soirée avec Tristan Garcia. Merci à Hansten, à l'équipe de la Punta de la Dogana pour l'accueil et toute l'organisation, ainsi que le studio de Pierre Huyghe également, évidemment. Il y a de nombreuses manières de circuler dans le travail de Pierre Huyghe et dans l'exposition liminale. On pourrait s'interroger sur le rapport développé entre le réel et la fiction, ou à une certaine conception de l'inhumain, de l'animal. On peut également réfléchir à l'intelligence artificielle, la nature ou le cinéma. Mais un point de départ pourrait être d'envisager cette exposition d'abord comme peuplée de créatures qui se développent en temps réel, par elles-mêmes, influencées par leur environnement. À partir de ce point de départ, nous pourrions commencer par passer en revue les créatures qui ont déjà été façonnées par Pierre Huyghe, représentées dans ses œuvres passées. Par exemple, en haut à droite, vous voyez un pingouin albinos, recherché dans l'œuvre A Journey That Wasn't. On voit également ici, je ne sais pas si... oui, vous voyez ma souris. Un petit lapin blanc animé dans le film The Host and the Cloud. On voit aussi une sculpture flanquée d'un nid d'abeilles dans l'œuvre Untitled, ou encore des pans chimériques et les cellules Ella dans l'œuvre After a Life End. Et si on revient, vous voyez aussi en bas les visages de ces créatures en fait, qui défilent très rapidement sur les écrans de After Umwelt. Pierre Huyghe s'est souvent intéressé aux monstres. On peut les qualifier comme des créatures qui sortent des logiques habituelles du vivant et bifurquent des lois. Les monstres montrent la fragilité des règles, leur contingence inéluctable. Oui, il est possible que des cellules cancéreuses se développent hors d'un corps. Il est également possible qu'un être se constitue par deux ensembles de cellules au lieu d'un. C'est le plan chimérique. La vie est donc faite de hasards, de sorties de route qui donnent lieu à l'impensable, à ce que l'on croyait impossible. Et puis, il y a les monstres inventés, qui n'existent pas, mais qui permettent d'imaginer ce qui nous semblait impossible. Nous pouvons imaginer un lapin qui existe à la fois dans le réel et dans la fiction. On le voit ici qui mange en fait, les sous-titres du film. On peut aussi imaginer une sculpture qui devient l'hôte d'un nid d'abeilles. À quoi cela sert-il de penser des créatures ? Qu'est-ce que Pierre Huyghe cherche à nous dire lorsque le visage d'une femme est troué par un vide noir ? En visitant l'exposition, cette énigme m'a rappelé les autres. Les œuvres de Liminal, comme celle de Lali Gender, ne sont pas seulement des images fortes, énigmatiques, elles sont des icônes, dans le sens où elles condensent une idée forte qui est présente dans l'ensemble de l'exposition. Nous pourrions aller même plus loin et dire que Pierre Huyghe cherche non seulement à figurer des monstres, des créatures, à les représenter, mais à faire des œuvres d'art qui soient elles-mêmes monstrueuses dans leur mode d'être, leur ontologie. Beaucoup d'œuvres présentes dans Liminal ont effectivement un mode d'être particulier. Elles poussent les frontières de la fiction, posant l'œuvre non pas dans le domaine séparé de la représentation, mais dans celui du réel. Elles ne sont pas non plus fixes, comme des peintures ou des sculptures traditionnelles, mais elles changent au fur et à mesure du temps. Et ce changement n'est pas mécanique, prévisible, mais il se fait selon l'environnement. Et ça, c'est vraiment très particulier au regard de l'histoire de l'art, où habituellement, une œuvre doit être pérenne, comme figée pour l'éternité, à travers les âges. Il y a d'ailleurs des conservateurs qui travaillent dans les musées, et ils doivent conserver l'intégrité de l'œuvre. L'œuvre liminale est donc une simulation en temps réel, dotée de capteurs, c'est-à-dire que suivant les données captées dans l'environnement, l'œuvre se modifie, elle apprend même des choses et change. Sensible, elle réagit aux visiteurs, à la température, à l'humidité. Et cette sensibilité est une caractéristique qui est donc intéressante non seulement au regard de l'histoire de l'art, mais aussi de la discipline de l'esthétique.
C'est la discipline du beau qui fait se rencontrer d'un côté l'abstrait des idées et de l'autre le concret des sens. C'est une science établie par Baumgarten vers 1750 qui travaille la signification des sensations. Qu'est-ce que cela veut dire quand quelque chose me plaît ou me déplaît? Pourquoi est-ce que j'aime ce goût sucré ou citronné? Et ce paysage de campagne ou cette représentation d'un animal? Ce qui est beau, selon Baumgarten, puis notamment aussi selon le philosophe allemand Kant, c'est d'abord l'accord d'une idée et des sens. Pour travailler la discipline esthétique, une personne doit donc faire jouer ensemble ses sens et ses idées. Et si une œuvre est sensible, ce serait donc rendre l'esthétique à l'œuvre elle-même. Je m'explique. Au lieu que l'artiste confère à l'œuvre des caractéristiques pour qu'elle soit belle, c'est l'œuvre elle-même qui va se former au fur et à mesure de ce qu'elle sent. Si la question de la beauté est moins importante depuis le XXe siècle dans les critères d'évaluation d'une œuvre, alors il s'agit que l'œuvre puisse établir elle-même ses propres critères de développement. Une œuvre sensible est donc le produit d'un décentrement de l'artiste vis-à-vis de l'œuvre. Au lieu d'être démiurge, il laisse l'œuvre à elle-même, à ses propres sensations. Elle va donc se développer, évoluer, changer, sans que l'artiste puisse complètement le prédire. Le problème de Pierre Huyghe est d'éviter certains écueils. L'œuvre n'est pas animée d'un esprit, comme la doctrine animiste peut voir par exemple dans un talisman. L'œuvre n'est pas non plus tout à fait un robot mécanique, puisqu'elle est contingente à son environnement. C'est donc entre animisme et mécanique que Pierre Huyghe va tracer la voie d'une œuvre sensible. Et il est possible de retracer cette émergence si particulière en revenant sur le parcours de Pierre Huyghe et notamment à l'aide de ses notes de travail. Une première émergence peut être repérée en 2002, il y a un peu plus de 20 ans, dans l'expédition scintillante A Musical. Pierre Huyghe est invité à Bregenz, en Autriche, dans un lieu magnifique, 3 étages, complètement fermés, avec un plafond qu'il est possible d'animer de différentes manières. Il y raconte un récit qui n'a pas encore eu lieu, une expédition vers l'Antarctique. Il s'agit d'imaginer un voyage possible, un ailleurs, mais sans trop le déterminer, afin que chacun puisse inventer ce que pourrait être ce voyage. Sur ces 3 étages, déjà, certaines œuvres commencent à se décloisonner. Elles cherchent à se mettre en relation avec l'espace. Par exemple, il y a un bateau de glace qui fond au sol selon un climat, et une radio est allumée et cherche une fréquence. Or, la météo n'a pas été décidée par l'artiste, mais à partir d'un texte existant dont il a extrait les différents climats. C'est un texte d'Edgar Allan Poe qui s'intitule Les aventures d'Arthur Gordon Pym et qui raconte également un voyage en Antarctique. La pluie, le vent, l'orage se succèdent dans l'espace et vont faire réagir le bateau de glace. Tout comme le climat, une autre œuvre est une traduction d'éléments préexistants. C'est une boîte qui produit des lumières de couleur qui varient en fonction de la musique des gymnopédies d'Éric Satie. Une variation est d'ailleurs présentée ici, nommée Offspring, qui a été créée quelques années plus tôt. Mais cette fois-ci, la musique des gymnopédies de Satie est distendue par une machine qui apprend cette musique et est en lien également avec des capteurs dans l'exposition. Dans une note qui prépare l'expédition scintillante, il écrit « Produire de la vie ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il écrit ça à ce moment-là? Plutôt que de créer des œuvres fixes, elles vont effectivement changer au fur et à mesure du temps. Et puis, l'ensemble est plutôt vaporeux, un peu indistinct. C'est donc plutôt une ambiance, une atmosphère qui est travaillée plutôt qu'un objet. Et cela pour ne pas trop déterminer cet ailleurs lointain, ce voyage en Antarctique qui n'a pas encore eu lieu. Ces différentes traductions et ce mouvement dynamique permettent à Pierre Huyghe de ne pas vraiment être créateur et de se décentrer de ce rôle. Pour continuer ce décentrement, Pierre Huyghe trouve un autre élément essentiel qui est celui de la répétition. Il est invité à faire une expo à la Diabicon dans le nord de l'État de New York. Il cherche un lieu non pas pour faire une exposition, mais pour créer un événement, donc à nouveau quelque chose aussi de dynamique. Il découvre une ville naissante où les habitants viennent de s'installer, la ville de Streamside Knolls. L'événement sera donc une fête pour célébrer cette ville. Pierre Huyghe va donc réfléchir à ce qui constitue l'identité de cette ville, son histoire, ses mythes, sa culture, et composer différents éléments de la fête comme une parade, un concert et un barbecue. Or, au lieu de faire une parade avec des monstres fantastiques,
des dragons, du feu. Pierre Huyghe va chercher plutôt à être non illusionniste, comme il l'écrit dans la note à droite. Au lieu de créer une fiction, un imaginaire libre, comme l'expédition en Antarctique, il veut partir du réel et prendre l'identité telle qu'elle de cette ville, sans fioriture. Parler donc de son déménagement récent et de ses cartons. Parler de ces grands arbres qui rappellent ceux du film Poltergeist. Et puis, par exemple, pour les lumières de la parade, il va montrer plutôt les gyrophares d'une voiture de pompiers qui fait donc partie de la ville. Également, on voit dans une autre note à droite, il cherche à faire un gâteau et puis il réfléchit à la propriété, puisque ces personnes viennent juste d'acquérir une maison dans cette ville. L'œuvre est donc située dans le sens où elle est définie à partir du milieu où elle se développe. Et la parade, quand elle a lieu, n'a pas vraiment l'impression d'avoir été façonnée par un artiste. L'œuvre est à peine visible. Elle s'insère dans son milieu. C'est ce qu'on peut appeler une forme faible. Au lieu de trancher avec le réel, elle s'y insère. Et pour que l'artiste s'en décentre vraiment, il faut qu'elle se développe sans lui. Pour cela, Pierre Huyghe s'inspire du principe de la ritournelle chez Deleuze et Guattari. Bon, Deleuze est un philosophe qui est très lu à cette époque, mais Pierre Huyghe a lu à la fois la thèse de Deleuze, Différence et répétition, et ce texte donc, qui s'appelle De la ritournelle, qui explique donc un concept important de répétition. Donc, vous savez ce que c'est qu'une ritournelle, hein. C'est un petit air avec des notes qui ne sont pas tant prédéfinies et qu'on va répéter, peut-être intérieurement ou extérieurement, au fur et à mesure de la journée, suivant les humeurs, l'heure qu'il est, le temps. Et au fur et à mesure que l'on répète cet air, il se modifie. Et l'idée de Deleuze et Guattari est qu'au fur et à mesure de cette répétition, l'air va diverger et puis va gagner en singularité, prendre de l'ampleur parce qu'elle va aussi se doter d'être perméable à son environnement. La fête de Streamside Day doit donc se développer, elle, comme une ritournelle. Pierre Huyghe met en place certains éléments et par leur activation, il se mêle au réel. Dans les entretiens, Pierre Huyghe va insister déjà à ce moment-là sur le caractère contingent de la fête. Et c'est important parce que si la fête était complètement figée, déterminée, alors Pierre Huyghe esthétiserait le réel, c'est-à-dire qu'il rendrait le réel faux. Or, nous sommes à l'opposé de cette intention, puisque nous avons vu dans les notes qu'il cherche à produire une œuvre qui va, dit-il, être non illusionniste ou encore soluble à la réalité. Et cette réalité est faite, selon Pierre Huyghe, dans sa perception, de hasard et de divergence. Une œuvre réelle doit donc avoir une part d'indéterminé pour ne pas esthétiser la réalité et le rendre faux. Rien de tout cela ne m'appartient, dit-il dans un entretien. Et c'est à ce même moment que se développe un vocabulaire organique dans les notes. Les termes de coexistence et de chaîne de réaction font leur apparition dans les notes. La fiction de la fête va coexister avec le réel. Un autre terme qui apparaît pour la première fois est celui de métabolisation. Donc vous savez ce que c'est que la métabolisation, c'est quand on va ingérer quelque chose et puis notre corps va le transformer. Et nous-mêmes, nous allons nous transformer grâce à cet aliment, par exemple, qu'on va ingérer. Donc Streamside est une zone qui est une forme de métabolisation. Si le vocabulaire est bien organique, on comprend que le problème n'est pas vraiment le vivant, mais il permet à l'œuvre d'avoir une dynamique qui ne soit pas déterminée. Donner de la vitalité à l'œuvre, c'est lui donner, pour elle-même, un principe de réaction qui soit un peu détaché de l'artiste. Avec The Host and the Cloud, qui se déroule 4-5 ans plus tard, Pierre Huyghe va se concentrer sur cette intention, qui apparaît cruciale, donc créer une œuvre qui se développe de manière imprévisible et hasardeuse. Pour cela, il met en place une véritable chaîne de réaction. Des personnes vont jouer, puis répéter et faire dévier des scènes initiales définies par Pierre Huyghe. L'idée est que le projet lui échappe, qu'il prenne son envol, comme la fête de Streamside, comme la ritournelle deleuzienne. Si The Host and the Cloud est un projet titanesque que l'on peut décrire comme une fable sur l'intériorité humaine, en ce qu'il s'intéresse à comprendre la manière dont l'art, la culture nous influencent, et d'envisager, par un rituel, comment s'en défaire, un peu comme une forme d'exorcisme. Donc ATP, en fait, c'est le musée des arts et traditions populaires. C'est ce qu'on voit beaucoup sur les notes. Dans un musée qui est en train d'être déménagé,
Pierre Huyck développe des scènes qui touchent à l'art, mais dans un sens élargi. Le folklore, les rituels les plus simples, comme un anniversaire, sont joués par des acteurs. Le musée étant, donc, comme je vous l'ai dit, le musée des arts et traditions populaires, il s'agit de réfléchir à ce qu'est la culture dans un sens non restreint, où les beaux-arts relèguent au second plan, en général, la culture populaire. Cette série d'événements s'est déroulée sur 3 soirées. Halloween, la fête de la Saint-Valentin et le 1er mai. Et on va par exemple voir une scène importante de la télévision qui est l'intronisation du roi Bokassa. Un rituel aussi de magie noire. Une partie du procès du groupe autonome Action Directe. Une hypnose, une femme qui médite, une fête également et qui va dégénérer le soir de la Saint-Valentin. Il y a de nombreuses situations qui représentent des pertes de repères. Par exemple, la fête. Il y a aussi des manières de faire apparaître l'inconscient, comme l'hypnose, ou encore des moments de vacances, surtout donc vacances, pas partir au loin, mais plutôt la vacance comme quelque chose un moment de vide. Et on voit beaucoup de personnes qui errent dans le musée un peu sans but. Et la raison pour laquelle il cherche ces pertes de repères, c'est, encore une fois, parce qu'il s'agit de trouver des moyens, toujours, de faire diverger le réel et de faire apparaître l'impossible, l'inconnu, sans qu'il l'ait lui-même prédit. On voit ici à gauche que les situations sont jouées simultanément, quasi simultanément, dans différents endroits du musée. Et des personnes sont invitées à voir ces scènes et comme on le voit ici, le très grand nombre de situations fait également qu'il est impossible de contrôler totalement ce qu'il va se passer. Tout peut se polliniser au fur et à mesure de la soirée. On peut insister également sur le fait que ces scènes, jouées par des acteurs masqués, sont répétées par d'autres, mais d'une manière toujours un petit peu déviante dans cette chaîne de réaction, donc vouée à dégénérer. Dans les notes, le vocabulaire organique continue de prendre de l'essor. Les situations sont vouées à mourir. On est aussi dans une forme de métabolisation. Si The Host and the Cloud est un dispositif tout entier consacré à faire dégénérer les choses de manière réelle, tout reste finalement très contrôlé. The Host and the Cloud est un jeu de rôle qui est joué par des acteurs. Et ce qui manquait, c'est ce dont Pierre Huyck va se rendre compte, ce sont des éléments non anthropocentrés. Des papillons ou des chiots qui vont par exemple aboyer lors d'un défilé d'une mannequin. Et c'est ainsi que l'œuvre Untitled va arriver. Alors c'est ainsi, je fais une histoire de l'œuvre de Pierre Huyck un peu sauvage, hein, je vais très vite. Donc ça a pris beaucoup de temps entre The Host and the Cloud et Untitled pour que l'œuvre Untitled arrive. Et il y a plein d'œuvres qui sont entre, mais je fais comme ça juste certains moments importants pour essayer de tracer un petit peu ce cheminement de l'artiste. L'œuvre Untitled est présentée à la Documenta 13 de Kassel en 2011 et elle marque un tournant dans le travail de l'artiste. Après toutes ces années de recherche vers une œuvre indéterminée, Pierre Huyck trouve dans l'utilisation d'éléments non anthropocentrés une solution. Des abeilles, des chiens, des plantes, la pluie, tous ces éléments se développent mais également se croisent et s'influencent. Si donc je décris un petit peu l'œuvre de manière précise, ici donc nous sommes au fond du Karlsruhe Park de Kassel et le sol est une terre meuble qui est en partie faite de compost où des monticules de gravats et de terre dessinent timidement un espace habité par des plantes et quelques animaux. On est donc passé de la répétition de scènes à des cycles de vie qui est d'abord incarné par ce compost. Donc dans un compost, qu'est-ce qui se passe ? Il y a véritablement un cycle, donc c'est une répétition qui change, puisqu'on va déposer des éléments qui vont ensuite devenir autres. Donc, parmi les hautes herbes se découvre une sculpture. Celle-ci est flanquée d'un nid d'abeilles et les abeilles butinent dans le parc et construisent cette ruche qui va grandir autour du visage de la sculpture. Il y a également un chien blanc de race maigre et élancée qui s'appelle Human. Il est parfois accompagné d'un chiot de la même espèce. Les deux ont une patte colorée en rose qui va contraster avec le reste du terrain qui est plutôt brut et terne. La teinte rose se retrouve à plusieurs endroits du site, sur la tranche d'un banc posé au sol, dans une flaque d'eau, sur des fleurs.
Comprendre ces deux figures, qui se tiennent comme des apparitions fantastiques, des créatures ou des monstres, c'est envisager le mouvement général de l'œuvre. Il faut pour cela se projeter dans un temps futur et imaginer que ce lieu serait resté clos sur lui-même, abandonné, hors de la civilisation. Untilt veut dire, c'est pas sans titre, ça veut dire non cultivé. Ce serait alors développer des choses de manière inattendue. Untilliggender Frauenart est une alliance de nature et de culture. C'est une ancienne sculpture de jardin qui est désormais habitée par des abeilles, comme envahie par son environnement. La patte du chien Human signale également son long séjour sur le site, ayant pris la couleur rose de la tranche d'un banc qui s'écoule dans une flaque d'eau, pour se retrouver par contamination sur des fleurs, des pierres, etc. Plutôt que d'être le résultat d'une invention de l'artiste, tout ce qui se déroule dans Untilt provient donc d'une existence préalable, un animal, ou par exemple, on le voit ici, une fiction littéraire ou une œuvre d'art du passé. Il ne s'agit pas de créer, et si je reprends les mots de Tristan Garcia qui avait parlé de cette œuvre, mais d'intensifier ce qui est déjà là, ou ce qui aurait pu être là. Untilt est donc un lieu de possible qui s'active. Et dans cette note ici, vous pouvez voir que les cercles noirs sont des fictions littéraires, comme l'invention de Morel, de Adolphe Biocasares, qui raconte que des personnes répètent éternellement des scènes. Il y a également À rebours, de Huysmans. Et ces fictions, il y a des personnages dont il va y avoir des traces dans l'œuvre. Et les plantes qui vont être déposées dans Untilt sont censées soigner les maladies de ces personnages de fiction. Donc vous voyez ici, il y a comme un mélange entre à la fois d'un côté la fiction littéraire et puis quelque chose de très concret, des plantes. Sur ces notes ici, on voit l'importance aussi des rythmes et des temps qui sont pensés par l'artiste et qui donnent également un mouvement à l'œuvre. Il y a des abeilles, le chien, le jardinier, les visiteurs et également une tortue. Et par exemple, cette tortue, elle va partir très vite, mais elle est issue du livre À rebours de Huysmans, donc où il avait comme ça déposé un élément de cette fiction. Par des réactions en chaîne ou des cycles qui sortent donc des dichotomies habituelles, les choses se développent comme par elles-mêmes, sans fin, hors de la main de l'artiste. C'est ce qu'il écrit dans cette note, et on voit que l'œuvre est censée être une superposition de différents ordres. Il écrit la place des morts, un cimetière, parce qu'en fait il y a un certain nombre de sculptures, d'œuvres d'artistes qu'il a déposées. Le banc à la tranche rose, c'est le banc de Dominique González Forster, avec qui il a beaucoup travaillé par le passé et qui avait fait une œuvre à la Documenta précédente. Et donc c'est le rose de ce banc qui va s'écouler et contaminer le reste des éléments qui sont dans Untilt. Il y a donc des plantes aussi qui affectent chimiquement les animaux, mais également ces personnages de fiction littéraire, et puis ces rythmes. Et tout cela doit former une espèce de collusion qui est un petit peu en dehors des dichotomies que l'on connaît bien, nature-culture, fiction réelle, etc. Untilt crée donc des monstres ou des créatures. On voit dans cette note qu'il écrit Frankenstein parce que donc cette image aussi l'intéresse. Et Frankenstein, ce sont aussi des parties de corps qui ont été cousues. C'est pour ça qu'il écrit aussi le terme séparé. Il va mettre. Il y a ce chien qui a donc. Alors au départ, on voit dans cette note, il y avait plusieurs couleurs pour ce chien, le jaune, le rose ou le orange. Il restera juste cette patte rose. Et on voit que le terme de Frankenstein, donc c'est quelque chose de monstrueux. Et puis il y a le rapport aussi au chaos qui est très important. Et on voit la note qui est sur votre droite. Il prend en note un livre de Quentin Miyassou, donc avec qui aussi Tristan Garcia a beaucoup travaillé, et qui développe l'idée du chaos et de l'incertitude pour essayer de penser les choses justement en soi, séparées de nous.
Untitled est donc à la fois en lien avec son milieu, après qu'un ensemble de conditions soit implanté par l'artiste, dans une démarche située, et elle va également rendre sensible la circulation des choses entre elles, donc par-delà les lois modernes et les déterminations. Après Untitled, des œuvres comme Living Conservator, After a Life Ahead, donc vous voyez des images ici, Umwelt ou After Umwelt, vont opérer sensiblement de la même manière. Il s'agit de la création d'un milieu où des éléments sont déposés, puis travaillés selon une dynamique. Il va aussi rechercher des mouvements ouverts au possible, indifférents à l'humain. Un monde non anthropocentré se développe. Les chaînes de réaction se composent toujours à partir de traductions, où par exemple le motif d'un coquillage que vous voyez ici et qui est donc à l'intérieur d'un aquarium va devenir une partition sonore. Parmi les artefacts déposés, il y a également des éléments plus techniques qui sont introduits, comme l'intelligence artificielle, un incubateur de cellules cancéreuses. Et ils sont à la fois des vecteurs et des images de ces forces indéterminées qui créent donc ces alliances étranges pendant la durée de l'exposition. On peut donc revenir à Liminal, où l'on voit ces alliances entre machines et squelettes, ou ce trou noir qui creuse le visage d'un presque humain. En temps réel, ces œuvres se développent, elles questionnent la limite d'une œuvre d'art, celle de l'humain et de la machine, et nous montrent de manière indifférente un possible développement des choses. Je vous remercie, j'espère que ça a pu éclairer un petit peu le travail de Pierre Huyghe. Je vais laisser la parole à Tristan. Donc. Et j'aimerais partir avec vous d'un souvenir de lecture philosophique qui me revient parfois en contemplant des œuvres de Pierre Huyghe. C'est un texte qui pourrait vous paraître éloigné a priori, c'est le Timée de Platon. Et j'aimerais partir d'une figure en essayant de montrer comment il me semble que de plus en plus dans l'œuvre de Pierre Huyghe, quelque chose à la fois réalise cette figure et résiste obstinément à cette figure. Et cette figure, c'est la figure du démiurge. Alors, en termes de démiurge, il vient directement du texte de Platon, hein, du Timée. C'est l'idée dans du latin tardif qui traduit le grec. C'est l'idée d'un artisan qui s'adresse au peuple. Hein. Il y a le terme de peuple, en fait, originellement dans le démiurge. Et petit à petit, ça s'est mis à désigner un dieu créateur, disons une instance divine qui crée le monde, qui peuple un monde et qui forge une nature. Le texte de Platon, le Timée, il y a tout un ensemble de controverses autour des lectures de ce texte qui vont se poursuivre jusqu'à ce qu'on appelle la naturphilosophie, la philosophie de la nature allemande. Schelling, Hegel continuent à réfléchir sur ce texte très étrange. Dans le texte de Platon, le démiurge, ce qui me paraît intéressant, ce qui me fait penser à chaque fois au Timée quand je contemple les œuvres de Pierre Huyghe, c'est que le démiurge, c'est un type de dieu particulier. D'abord, c'est un dieu en général qui ne se crée pas lui-même. C'est un dieu qui a été créé. Et dans beaucoup de traditions, on parle de démiurge. Par exemple, on parle de Brahma hein, dans l'hindouisme, dans certaines versions hindouistes comme d'un démiurge, parce que Brahma est créé, et Brahma, le démiurge platonicien, fait avec un matériau. C'est-à-dire qu'en général, ce qui est donné au démiurge, c'est qu'il y a déjà du monde, il y a déjà des formes, il y a déjà de la matière, plus ou moins informée, plus ou moins chaotique, et le démiurge, c'est celui qui va forger, à la manière d'un artisan, qui va forger un monde, qui va forger une nature. Et d'abord, c'est celui qui va forger l'espace et qui va forger le temps. Il va produire un espace, il va produire un temps. Il va produire un espace-temps, en fait, le démiurge en général. Et le démiurge, notamment le démiurge platonicien, il va le faire parce que dans le Timée, le démiurge platonicien, qui est une sorte de pur esprit, de nous, d'intellect, il va à la fois connaître et faire. C'est en connaissant la chose qu'il essaye de faire qu'il l'a fait. Donc le démiurge, c'est celui qui, en connaissant le monde qu'il fait le monde qu'il essaye de connaître. C'est en essayant de se représenter la nature des choses qu'il forge les choses et qu'il forge les règles, les lois du monde qu'il est en train de produire. Ce démiurge, donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, dans toute une part de la tradition occidentale, il a servi de modèle à l'activité artistique. On s'est mis à parler de démiurge petit à petit pour le génie artistique, pour l'artiste lui-même, par une sorte d'effet d'aller-retour qui est que Platon, dès le départ, voulait concevoir le dieu, le démiurge, sur le modèle de l'artisan, sur le modèle de l'artiste.
puisque le démiurge, il y a beaucoup de métaphores dans le texte de Platon qui viennent de la métallurgie. Donc le démiurge, c'est un forgeron, c'est celui qui fait de la métallurgie, c'est celui qui prend un matériau, et notamment un matériau métallique, qui l'informe, qui le transforme, qui lui donne une forme, et qui petit à petit produit le monde à la manière dont on le forgerait. C'est une sorte de forge du monde. Et après, le rapport s'inverse, puisque c'est celle du démiurge qu'on a beaucoup pensé l'artisan ou l'artiste, en pensant que l'artiste était lui-même un démiurge, c'est-à-dire que l'œuvre d'art était comme un monde, et que l'artiste comme un dieu qui créait une sorte de monde, ce qui va culminer dans le romantisme européen. Et ce démiurge, cette figure du démiurge, on la retrouve dans plusieurs cultures. Elle n'est pas que chez Platon, elle est ensuite discutée dans le néoplatonisme, elle est discutée beaucoup chez Plotin, mais on le retrouve dans l'hindouisme, on le retrouve dans la culture égyptienne, dans l'Égypte antique, on le retrouve dans un moment de cosmogonie. Il y a des points communs, si on essaye de se faire une image de ce que c'est que le démiurge. Les points communs, c'est que le démiurge, c'est donc toujours un artisan qui fait avec une matière qui est déjà là. Il y a de la matière. Cette matière, il lui donne une forme, il lui donne des formes. Le démiurge, c'est celui qui crée des formes, et il crée des formes donc en les connaissant, en essayant de se représenter ce que doivent être les choses, ou ce que pourraient être les choses, il les fait. Et en les faisant, il produit en général des régularités. C'est lui qui produit les lois, et en produisant les lois des choses, il forge l'espace et il forge le temps. Ce modèle-là, il me semble qu'on peut dire que, à la fois politiquement et esthétiquement, ça a été beaucoup prêté, c'est une sorte de matrice fondamentale de la souveraineté. Puisque la figure du démiurge, c'est à la fois une figure de Dieu, il est souvent considéré comme le roi des dieux, donc c'est la figure originale du roi, et il est souvent considéré comme le père des dieux, c'est la figure du père. Donc c'est une triple figure d'autorité. C'est le dieu, le roi et c'est le père. Et donc ça va être l'image en général de toute esthétique qui va vouloir penser l'artiste sur le modèle démiurgique et qui va faire de l'artiste un dieu d'un petit monde qui est son œuvre, un roi de son œuvre, un père, le père de ses personnages, le père de ses créatures. Ce qui me semble intéressant, c'est que, donc j'aimerais y revenir, je pense qu'il y a des traces de démiurgie dans le travail de Pierre Huyghe, et qu'en même temps, immédiatement, à chaque étape de son travail, il y a de la contre-démiurgie. Alors qu'est-ce que j'appellerais la contre-démiurgie? La contre-démiurgie, c'est le fait que, dans son œuvre, d'abord, il y a plein de choses qui résistent à ce que je viens de dire. Je vous l'ai dit, le démiurge, en général, c'est celui qui crée les lois du monde. C'est-à-dire, c'est celui qui crée des régularités. C'est celui qui crée de la nécessité. Il faut que les choses soient ainsi, il faut que les choses se déroulent de cette manière. C'est celui qui programme le monde. C'est un grand programmateur du monde, le démiurge. Évidemment, dans les œuvres Pierre Huyghe, ce qui est programmé, c'est de la contingence. Comme l'a rappelé aussi Flora, c'est le fait que les choses puissent être autrement, ou puissent se dérouler comme elles n'étaient pas prévues, ou que quelque chose d'autre puisse arriver. Ensuite, le démiurge, en général, alors c'est compliqué Platon parce que quand il forme le monde, quand il forme le cosmos, il prend une bande de même et une bande de différent. Il essaye d'articuler le même et le différent. Mais ultimement, le différent est enveloppé dans le monde, dans le même, dans l'identique. Il y a aussi, comme l'a rappelé Flora, il y a toujours une recherche chez Pierre Huyghe, ultimement, de l'autre, de produire une autre nature, d'autres natures, d'autres formes de vie. Donc plutôt l'autre que le même, plutôt le contingent que le nécessaire. Ensuite, le démiurge, c'est celui qui, quand il crée un monde, est le modèle de celui qui va créer des catégories du monde. Par exemple, déjà chez Platon et dans toute forme d'interprétation démiurgique, le démiurge est celui qui, en connaissant, en nommant, va commencer à catégoriser les choses. C'est celui qui, après ça sera réinterprété dans la tradition chrétienne, c'est celui qui va séparer la terre et les eaux. C'est celui qui va séparer les êtres des airs, des êtres de la terre ou des êtres de l'eau. Donc c'est celui qui va créer des milieux, qui va séparer des milieux de vie. C'est celui qui va créer des formes de vie et qui va catégoriser les formes de vie. Évidemment, chez Pierre Huyghe, on va trouver à chaque fois ce que j'appellerais des effets de limbe, c'est-à-dire que ce qui est créé, c'est au contraire de l'indistinction catégoriale. Il faudra parler de chimères, de monstres, ou en tout cas de créatures qui appartiennent à plusieurs milieux, échappent à leur milieu, ne sont jamais tout à fait catégorisables ou éthiques. Enfin, le dernier point, c'est que le démiurge, c'est celui qui non seulement crée un monde, crée un espace et un temps, mais crée des créatures, c'est celui qui peuple le monde. Il peuple le monde de sujets, mais qui sont des sujets assujettis. C'est-à-dire que les sujets qui viennent pour peupler le monde sont là pour, d'abord pour la gloire de ce souverain, pour la gloire des démiurge qui a créé le monde et qui le contemple et qui est content de contempler ce monde. Et ces sujets
assujettis me semble totalement contradictoire avec des sujets qui sont en train de se subjectiver, toujours dans les œuvres de Pierre Huyghe, et en train d'essayer d'échapper à la volonté démiurgique, à ce qui les a programmés, à ce qui les a voulu. Donc toutes ces traces forment les traces de ce que j'appellerais une esthétique contre-démiurgique. Cette esthétique contre-démiurgique, elle travaille la pensée et l'esthétique notamment occidentale depuis longtemps, et il me semble que justement on trouve dans le travail de Pierre Huyghe des traces de tout ce qu'on a voulu concevoir contre le modèle de la démiurgie. Je donnerai quelques exemples. Il y a d'autres moyens de penser qu'on fait des mondes, qu'on fait des créatures, qu'on fait des mondes et que l'artiste il forme un monde où il forme une nature, qu'il essaye de faire un espace et un temps et qu'il essaye de peupler cet espace et ce temps. Un premier modèle dans la modernité, par exemple, c'est le terme qu'on trouve d'abord chez Bataille, chez Georges Bataille, qui est le terme d'altération. Quand Bataille va s'intéresser aux arts premiers, à ce qu'on appelait alors les arts primitifs, quand il va écrire aussi sur Lascaux, Bataille va insister sur le terme d'altération, parce que ce qui l'intéresse dans l'altération, c'est l'idée, dit-il, de décomposition, et en même temps de formation, de passage à un état hétérogène. Et il s'intéresse à la manière dont l'art, selon lui, commence dans les cultures humaines par des formes d'altération. Ce qui est intéressant dans le terme d'altération, vous voyez, c'est qu'il est contre-démiurgique, parce que l'altération, c'est l'idée qu'on n'a pas un artiste créateur, qui est sur le modèle du Dieu, hérite matière informe et donne forme à cette matière. On a des formes là, on a des formes qui sont créées par l'activité artistique et esthétique. L'altération, je ne sais pas, quelqu'un comme Rosalind Krauss va reprendre le terme, par exemple, à Bataille, va le commenter. L'altération, c'est une contre-démiurgie. C'est une manière de penser que l'artiste peut produire des mondes, produire des créatures, mais sur un autre modèle que celui de la création démiurgique. Il altère les formes, il altère les êtres. Il ne les crée pas à partir d'une pure matière. Un autre terme qu'on va retrouver, par exemple, depuis un peu moins longtemps, dans la critique écoféministe, ce serait le terme de génération. De génération ou de régénération. On le trouve par exemple dans l'ouvrage récent d'Émile H, qui va opposer à la production, à l'extractivisme, à la production, à la productivité, la génération et la régénération. C'est aussi un autre modèle, vous voyez, à la fois pour faire monde, qui est aussi bien un modèle métaphysique, en un sens un modèle religieux, et un modèle esthétique. C'est-à-dire que pour faire monde, il faut penser le fait de générer des formes ou de régénérer des formes, le fait de les créer à la façon du démiurge. Donc on peut altérer, on peut générer ou régénérer, on peut coproduire, il y a l'idée de coproduction, on peut composer aussi, comme chez Descola, composer des mondes, les composer plutôt que vouloir créer des mondes. On peut aussi les agencer sur l'aile de l'agentivité qu'on trouve chez Bruno-Latour ou chez des penseurs qui seront proches de Latour. Tout ce, semble-t-il, ce sont des termes qui indiquent une résistance, vous voyez, contre-démiurgique, c'est-à-dire d'autres modèles métaphysiques, religieux et esthétiques pour penser la manière de faire des mondes et la manière de peupler des mondes et la manière, sur un modèle métaphysique plus ou moins original, pour l'artiste de faire. Ben, ce que j'aimerais vous montrer ou discuter avec vous, c'est qu'il me semble que dans toutes les œuvres de Pierre Huyghe, jusqu'à maintenant, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a une impulsion démiurgique et il y a une ou des impulsions contre-démiurgiques. Dans sa manière de faire des créatures, ben, ce qui se joue, c'est démiurgie contre démiurgie. C'est à la fois démiurgique et contre-démiurgique. Pourquoi ? Parce qu'il reste d'abord, me semble-t-il, un très fort attachement à l'idée qu'il y a un auteur. C'est une œuvre qui a un auteur. C'est une œuvre qui est produite. Il y a des phénomènes de production, il y a un intérêt, Pierre, pour la question de la production, la manière dont on peut produire les choses, pour la fabrication. Il y a un intérêt pour la programmation, et on retrouve des traits, au fond, du démiurge platonicien. Parce que je vous l'ai dit, le démiurge platonicien, pour produire des corps et des formes d'existence, il va d'abord produire des entités mathématiques. Il va passer par le mathématique. En fait, le démiurge, il fait d'abord des mathématiques pour créer des âmes, et une fois qu'il a créé des âmes, il crée des corps. Ce passage par le mathématique, il est très présent dans le travail actuel de Pierre Huyghe. C'est le passage par le machine learning, c'est le passage par de la programmation, et
qui sont des traits, me semble-t-il, démiurgiques. C'est-à-dire l'idée que le démiurge, en concevant par la conception mathématique, par du mathématique, doit pouvoir faire surgir un monde, des subjectivités, qui sont des subjectivités autres, altérées. Ensuite, il y a aussi, par rapport, vous voyez, à tout ce que je qualifiais de contre-démiurgie, il y a l'idée encore d'un site qui est localisé dans l'espace et dans le temps, qui est coupé. Il y a quelque chose, me semble-t-il, démiurgique encore dans la conception même de l'exposition chez Pierre Huyghe. Et en même temps, il y a sans cesse de la contre-démiurgie. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, ce qui est recherché, c'est du différent, pas du même. On essaye de produire des êtres, on essaye de produire des créatures, mais on essaye de produire des créatures autres. On n'essaye pas de produire du même. On n'essaye pas de produire des régularités, on n'essaye pas de produire un univers qui serait réglé par des lois prédéterminées. On essaye de produire les conditions de possibilité d'émergence d'autre chose, de quelque chose de contingent, de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, qui pourrait avoir lieu. Il y a, par les figures que rappelait Florin, de monstruosité, du chimérique, il y a la recherche d'effets de limbe, il y a le fait de ne pas vouloir produire un monde qui est catégorisé, qui serait structuré par des catégories, mais un monde qui serait habité par des effets limites, des limbes, de la transgression, l'impossibilité de tout à fait catégoriser les créatures qui sont produites. Et enfin, il y a surtout la volonté de produire des volontés autonomes. C'est-à-dire de ne pas du tout être un démiurge qui produirait des créatures qui seraient là pour être démiurge, que serait l'artiste, pour honorer sa volonté, pour respecter sa volonté, mais au contraire, pour parvenir à sa volonté. C'est pour ça qu'il me semble que de ce point de vue, on pourrait dire qu'il y a dans le travail de Pierre Huyghe, me semble-t-il, quelque chose de très original qui résiste, plus ou moins dialectiquement, qui serait une sorte de démiurgie contrariée. C'est-à-dire qu'on garderait quelque chose de la forme démiurgique qui est à la fois, qui est une forme religieuse, qui est une forme artistique. On utilise le modèle du Dieu pour penser l'artiste et on utilise le modèle de l'artiste pour penser le Dieu, qui est une forme métaphysique, puisqu'on s'intéresse à la manière dont on peut fabriquer le monde, dont on peut peupler un monde, et qui est aussi, je ne l'ai pas dit, une forme éducative, puisque le démiurge étant conçu comme père, ce qui explique les cliques féministes qui seront faites de la figure démiurgique, c'est évidemment une figure patriarcale, extrêmement paternaliste. Le démiurge, c'est le père qui à la fois fait le monde, peuple le monde de ses fils et de ses filles, qui sont ses créatures, et donc c'est un certain modèle d'éducation et d'apprentissage. Tout ça est sans cesse remis en cause, me semble-t-il, dans le travail de Pierre Huyghe, et ça c'est l'impulsion contre-démiurgique. C'est la manière dont sans cesse son travail va aller chercher tout ce qui peut venir aller contre la démiurgie religieuse, métaphysique, artistique et éducative. Et pour cette raison, c'est ça que je propose un peu à la discussion, je crois que c'est pour ça que régulièrement me revient en tête des extraits du texte de Platon, du Timée, qui hantent un peu comme un spectre toute la métaphysique, mais aussi toute l'esthétique occidentale, puisque c'est elle qui va être le premier grand modèle de l'artiste comme Dieu créateur, et de l'artiste comme démiurge. Et c'est peut-être pour cette raison, voilà, je voulais essayer de l'expliquer, que quand je me trouve confronté aux œuvres de Pierre Huyghe, me reviennent en tête des extraits du Timée de Platon, avec l'impression de voir, l'impression très émue devant ces œuvres, de voir une sorte de double effort pour à la fois sauver quelque chose de la démiurgie, mais d'une démiurgie qui travaillerait contre elle-même, qui travaillerait à défaire ses effets d'autorité, ses effets de souveraineté, d'un démiurge qui ne serait pas un dieu, qui ne serait pas un roi, qui ne serait pas un père, d'un démiurge qui produirait une autre nature possible, d'autres mondes, d'autres formes de vie, d'autres catégories, des limbes entre les catégories, qui produirait de la contingence plutôt que de la nécessité, qui peuplerait différemment son monde. Et pour moi, ça résonne avec certaines des œuvres que vous avez vues ou que vous allez voir, avec l'idée que le démiurge, dans beaucoup de traditions aussi, c'est non seulement c'est censé être le dieu, le roi des dieux, le père des dieux, c'est aussi celui qui crée les dieux, c'est celui qui ordonne les rites funéraires, par exemple. C'est celui qui va donner, donc évidemment ça résonne avec le fait de produire d'autres funéraires, de produire d'autres formes de
créatures automatisées, mécanisées, mais qui petit à petit vont devenir indéterminées ou sous-déterminées, ne vont pas agir tout à fait à la manière prévue, et qui vont, par exemple, prendre soin des morts. Et c'est ce démiurge ou cette démiurgie contrariée, qui est en même temps contre-démiurgique, qu'il me semble voir à l'œuvre régulièrement dans le travail de Pierre Huyghe. Je passe le micro à Flora. Oui. Je me demandais quand tu citais dans les notes, c'est déjà dans les notes pour Untitled, je crois, que tu citais le terme de métabolisation, qui a une étrange histoire. Est-ce que tu sais d'où il vient? De quel type de lecture? Est-ce qu'il vient des sciences du vivant, ou est-ce qu'il vient voilà, de lecture philosophique? D'où vient l'idée de métabolisation, et à ce moment-là du modèle aussi de l'œuvre comme organisme? En fait, c'est ça qui est un peu difficile dans ce travail où je regarde, où j'essaie de lire, en fait. Donc, c'est forcément une lecture des notes, mais le terme est apparu dans la préparation de Dio Stand the Cloud, donc en 2009-2010. Et en fait, je crois que c'est notamment parce que Dio Stand the Cloud, c'est aussi toute une recherche sur comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on connaît, comment est-ce que la connaissance se fait. Et donc il y a ces trois événements et surtout le troisième, en fait, qui se déroule le 1er mai, où il y a beaucoup de moments de pause, où il y a ce papillon il y a la chrysalide, et donc on voit la chrysalide et après un papillon qui va en sortir. Et il y a notamment aussi ce texte de Bachelard sur l'imagination, où justement je crois que c'est à partir de ce texte de Bachelard que Pierre Huyghe va se rendre compte que pour qu'on se défasse de nos habitudes, de l'influence aussi de la culture, il faut des moments de pause, de vacances. Et pour lui, le moment de métabolisation, c'est aussi un moment de gestation, comme il l'observe en fait avec la chrysalide et le papillon. Donc je crois qu'il y a justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours dans ses notes, il va faire souvent un parallèle entre des processus de pensée, de réflexion, et aussi un processus organique naturel. C'est pour ça qu'il va parler de métabolisation, mais en fait, on ne comprend pas vraiment de quoi est-ce qu'il parle, puisque Dio Stand the Cloud, ce sont des personnes, en fait, c'est très humain. Et il y a, au fur et à mesure du développement de ces œuvres, l'arrivée de l'organique et de la nature, mais elle est pensée en fait en amont dans ses notes. Donc le terme de métabolisation, je crois qu'il le fait d'abord en observant donc ce papillon, mais aussi en essayant de penser aussi le musée comme un corps, il parle d'un esprit et qui se développe, qui se transforme. Justement, dans le Timée chez Platon, le démiurge, il commence aussi par faire le monde comme un corps, comme un organisme. Comme on le retrouvera ensuite, voilà, c'est un fantasme frankensteinien, enfin du golem à Frankenstein. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'œuvre comme monde ou l'œuvre comme organisme se confondent dans l'idée que voilà, le créateur fait d'abord un monde qui est tout entier un organisme, et un organisme qui peut devenir un monde et être lui-même peuplé ensuite d'organismes qui vont devenir habitants de. D'accord, donc Platon, qui était quand même quelqu'un qui aimait beaucoup le monde abstrait des idées, pensait aussi d'abord à créer un monde avec un corps en premier. Donc, je me demandais, j'avais une question pour Anne. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand tu as présenté le travail, l'exposition de Liminal, tu as parlé de créatures idées. Oui, tout à fait. Et pour revenir juste rapidement sur cette idée de la métabolisation, c'est encore quelque chose qui est très présent dans le travail de Pierre, puisqu'on l'a aussi à l'échelle de l'exposition, que ce soit à l'échelle du bâtiment, que ce soit à l'échelle macro des cellules cancéreuses, ou encore la présence de ces figures, créatures humaines ou non humaines ou inhumaines. Après, oui, créature idée, en fait, parce
on parle souvent de créature avec pierre, mais de pousser la notion d'idée, c'est qu'elles portent chacune, une idée qui va se déployer pendant le temps de l'exposition. Elle porte une idée qui est cet état de transition, en fait, ce passage, comme je le disais, entre une entité inhumaine et une figure humaine. Donc c'est comment va se déployer cette idée. Donc je pense que par ces créatures, il pose des idées, et pendant le temps de l'exposition, par l'évolution, par la transformation, par l'apprentissage, il va y avoir une évolution de ces idées qui vont exister aussi par elles-mêmes, ici dans l'exposition, mais aussi ailleurs. Donc je trouvais ça intéressant parce que ça revenait à cette histoire d'esthétique que je disais au départ, l'œuvre sensible, où on essaie de rendre l'esthétique à l'œuvre elle-même, parce que pour moi l'idée de créature c'est quelque chose de très sensible, et finalement de rajouter le terme idée, on voit bien qu'en fait à chaque fois il pense comme ça de cette manière très concrète, où on va avoir voilà un corps presque, parce que justement je crois que Frankenstein, rapport à l'esprit est pas très clair, et après le travail de l'idée où il va essayer de mélanger en fait ces deux choses à chaque fois dans une œuvre. Oui, il y a vraiment la question pour Pierre que l'exposition est une idée, l'exposition est un rituel, l'exposition est sensible, l'exposition est apprenante, l'exposition peut être malade, l'exposition peut vivre, comment une exposition peut mourir, comment une exposition peut être la naissance d'autre chose. Bon, c'est beaucoup de choses, mais c'est des choses qui sont très présentes dans le travail de Pierre, ou en tout cas en genèse de tout projet qu'il va réaliser. Je me demandais ce que l'esthéticien pouvait penser de ça, justement, de ce rapport ce rapport esthétique, en fait, où il y a le sens et l'idée qui se mélange dans ces créatures qu'il est en train de créer. Bah, comme tu le rappelais, il y a l'idée dans l'esthétique européenne, en tout cas quand le terme arrive chez Baumgarten et ensuite chez les Britanniques, il y a l'idée, mais il y a l'idée la possibilité d'une connaissance sensible. Il y a le fait de défendre le fait que il y a d'abord l'idée d'une connaissance sensible, et ensuite il y a l'idée chez les premiers esthéticiens d'un sixième sens, c'est-à-dire d'un sixième sens ou d'un métasens, c'est-à-dire qu'on puisse sentir ce que ça nous fait de sentir les choses, et que ça soit un mode de connaissance aussi du monde, de sentir ce que ça nous fait, ce que ça fait à notre aesthesis, d'être touché par des sons, des images. Et donc, il me semble qu'il y a toujours eu, dans l'esthétique européenne, en tout cas, l'idée d'une connaissance sensible, donc qu'il y a de l'idée, que dans la sensibilité se forme une connaissance. Et, et, et dès le départ, enfin, il me semble, en tout cas originalement, chez Baumgarten, il y a l'idée que dans Esthética, l'esthétique est une forme de connaissance du monde. C'est pas renvoyé, c'est un peu après ça va être renvoyé simplement au jugement de goût, à l'arbitraire, ça me plaît ou ça me plaît pas, ça m'est agréable ou non. Il y a l'idée que dans ce qui m'est agréable ou non, et le réduire simplement à l'agréable est toujours un problème, mais ce que ça me fait est une forme de connaissance. Et que donc, inversement, produire des créatures esthétiques, c'est aussi produire des créatures connaissantes. Enfin, c'est des créatures qui, en tant qu'elles sont affectées, connaissent, donc se font déjà des idées ou des amorces d'idées elles-mêmes, j'imagine. Là, dans cette exposition, il y a aussi une idée d'une connaissance que l'on n'aurait pas de soi-même, de ces créatures, puisqu'elles sont sensibles, elles ont accès aux sens visibles, mais aussi non visibles. Tu parles d'un sixième sens, donc dans l'exposition, il y a différents capteurs qui vont collecter des informations, mais ce ne sont pas seulement des capteurs humains, c'est-à-dire ce n'est pas les 5 sens humains, il y a d'autres sens, et c'est ces autres sens qui vont nourrir et à partir desquels les œuvres vont être en apprentissage. Je pense aux idiomes, ces masques qui portent et inventent un langage. Ce langage va être inventé à partir d'un certain nombre de capteurs de sens humain, mais aussi de sens non humain, de la pression atmosphérique, du climat. Et donc à partir de là, le langage va se créer avec d'autres compréhensions de cette réalité sensible, et va faire une proposition qui est en dehors des catégorisations humaines que l'on connaît. Et d'où ces questions de l'inhumain, hors domestication, hors catégorisation. Là aussi, il me semble que très tôt, l'esthétique a envisagé justement l'inhumain ou le non-humain, puisqu'à partir du moment où on a pensé qu'il y avait
une connaissance possible par la esthésis, par la sensation. On s'est mis à dire, bah voilà, autant de formes de vie, autant d'espèces, autant d'esthétiques différentes, donc autant d'appréhension du monde différentes. Et les penseurs du 18e, déjà, se disent qu'il doit y avoir une esthétique canine, par exemple, qu'il doit y avoir des esthétiques animales. Euh, alors sur un mode un peu drôle, mais Voltaire envisage par exemple l'esthétique de grenouille, en disant voilà, la perception du monde de la grenouille n'est pas celle de l'être humain, donc il doit avoir une esthétique, ce qui veut dire, il l'envisage dans le dictionnaire philosophique, il y a une beauté de la grenouille au départ, mais la grenouille doit avoir une conception du beau, donc dit-il une conception du vrai, de la connaissance, qui n'est pas celle de l'être humain, puisque ses sens ne sont pas les mêmes, sa sensibilité n'est pas les mêmes. Donc d'emblée, il y a l'hypothèse de l'esthétique non humaine. Dès qu'il y a esthétique, en fait, on doit envisager que comme l'esthétique c'est la esthésie, c'est le corps, et donc c'est le corps, c'est la physiologie de l'espèce, ben, d'autres espèces égale d'autres esthétiques. Puis le pas d'après, c'est si on produit comme le fait Pierre Huyghe, si on essaye de produire d'autres physiologies, plus ou moins artefactuelles, ben, on produit d'autres esthétiques, donc on produit d'autres beautés, mais aussi d'autres vérités. Mais il me semble que ça, c'est d'emblée, c'est très fidèle en fait à la possibilité classique de l'esthétique en tant qu'elle est liée à la forme de vie, à la physiologie. Il y a Grégory Chatonsky, je crois que tu connais, J'ai qui a une question. J'ai une question pour Flora, pour Tristan, et une question commune pour vous deux. Pour Flora, concernant la contingence, j'aimerais que tu nous dises si cette contingence, est-ce qu'elle est une variation autour des lois ou est-ce qu'elle affecte les lois? Et effectivement, si elle affecte les lois, par quels moyens? Ou est-ce que c'est juste entre guillemets de la variabilité? Donc cette vieille question-là, c'est-à-dire par quelle procédure ça pourrait affecter les lois, je dirais plutôt. Ça, j'aimerais bien que tu nous en parles. Pour Tristan, tu semblais dire que le Diémurge 1, qu'il y avait dans le Diémurge 1 les mathématiques. Et je voudrais que tu précises, est-ce que tu ne penses pas que dans les mathématiques, il y a tout de même peut-être le Diémurge 1 et 2, c'est-à-dire que dans le 1, il y a l'hypothético-déductif, c'est-à-dire la programmation classique qu'on retrouve dans l'exposition, qui est une programmation qui crée des chaînes de causalité dont Flora nous a montré des schémas, c'est-à-dire la relation de cause à effet, if, then, else, etc. Oui. Et puis l'induction statistique, qui elle est plutôt du côté Diémurge 2, c'est-à-dire qu'il y a une production de formes non modélisées, et que donc les mathématiques seraient bichides, en fin de compte, et qu'il y aurait la catégorie 1 et 2 de ton Diémurge. Et puis la question commune pour vous deux, c'est dans cette exposition particulière où Pierre Huyghe réagence son corpus, son corps finalement, est-ce que pour vous cette réorganisation, cette exposition particulière, par rapport aux deux œuvres nouvelles, à ma connaissance, de quelle manière ça réagence son corpus, en particulier en termes narratifs, de récits de notre époque? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui excède les réorganisations précédentes, je dirais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en plus dans cette expo? D'accord, alors je vais répondre sur la première question, donc sur celle de la contingence. Donc j'ai utilisé le terme contingence dans un sens plutôt commun pendant l'intervention, c'est-à-dire quelque chose qui... parce que le terme de contingence, le concept de contingence qui a été développé par Quentin Meillassoux, que tu connais, Grégory Chatonsky, en fait développe l'idée qu'il peut se produire des choses qui vont aller hors des lois du monde. C'est-à-dire au-delà des régularités que l'on peut percevoir. Ensuite, il y a un autre mode de chaos, ça va être le hasard, ou la variabilité, je pense que c'est ce que tu veux dire, où là on se cantonne simplement à ce qu'il se passe des choses hasardeuses, mais à l'intérieur des lois qui sont prédéfinies. C'est-à-dire je vais me balader de manière hasardeuse et je vais rencontrer quelqu'un. Par contre, la contingence, ça pourrait être le soleil ne se lève pas demain. Là, tout d'un coup, on sort des lois. Mais ce qui est intéressant, c'est
dans tout ce corpus philosophique, c'est de se demander, mais qui a donné cette loi? Qui a dit que le soleil allait se lever tous les jours? C'est aussi bon, ça a pu être fait par déduction, mais on pourrait justement les remettre en question. Et donc imaginer un monde sans régularité, en fait. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont se passer de manière chaotique, mais que peut-être il y a la possibilité que quelque chose dévie des lois du monde qui nous ont été enseignées. Et donc, chez Pierre Huyghe, je crois que justement ces créatures essayent de sortir de ces lois, mais tout en sachant pertinemment que ces lois, finalement, sont arbitraires, en fait, parce que c'est la manière dont nous, on les conçoit. Donc, on ne va pas dire qu'il y a véritablement de la contingence qui est produite, mais en tout cas, il y a beaucoup de variabilité, il y a beaucoup de hasard, et puis il y a aussi quelque chose qui va aller contre les lois qu'un visiteur va connaître, c'est-à-dire par exemple cette alliance nature-culture. Ben, je vais essayer de la mettre à mal en mettant une sculpture avec un nid d'abeilles, donc montrer que cette alliance est possible. Il faut aussi rester dans le domaine de... Bon, c'est un artiste qui crée des images aussi pour nous faire réfléchir. Voilà, c'était la réponse. Tristan, si tu voulais répondre à la question très technique de Grégory. Oui, merci Grégory. Je dirais d'abord, le texte de Platon, il a un intérêt aussi dans l'histoire de la pensée occidentale parce qu'il ouvre le champ à un ensemble de réflexions sur les mathématiques qu'on pourrait simplifier, qui est, en gros, peut-on vouloir les mathématiques? Aurait-on pu les vouloir autrement? Parce que tous les interprètes néoplatoniciens vont se poser la question, tu parlais de mathématiques bifides, en fait j'ai beaucoup de néoplatoniciens, on va retrouver l'idée que le démiurge, le dieu qui crée le monde, il crée la substructure mathématique du monde, c'est-à-dire qu'il crée, notamment il crée les nombres, enfin techniquement il crée certaines formes de régularité, donc il va créer la nature de certains nombres, mais il crée certaines régularités mathématiques en se soumettant à d'autres régularités mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques, à la fois, il s'y soumet et en même temps, il les produit. Et la question devient, qu'est-ce qui des mathématiques peut être produit et à quoi on doit se soumettre qui existe et qui précède toute volonté, etc. Et c'est évidemment ce qu'on va retrouver à l'âge classique entre, en gros, je ne sais pas ce qui sera la position de Descartes, quand Descartes va dire, voilà, Dieu, s'il l'avait voulu, 2 plus 2 aurait fait 5. C'est-à-dire que même les lois fondamentales de l'arithmétique sont soumises en fait à la volonté divine. Dieu aurait pu vouloir l'arithmétique, même l'arithmétique différemment. Alors que Leibniz, qui va relire le Timée d'ailleurs, Leibniz va dire, non, enfin, Dieu est soumis aux lois mathématiques qui sont des lois nécessaires de toute éternité. Donc même le Dieu se soumet aux mathématiques. Pourquoi c'est intéressant, si on revient aussi à ta question, c'est qu'en fait, ça va relancer sans cesse la question de savoir qu'est-ce qui, dans le mathématique, par une expérience de pensée, peut être conçu comme créé. Et donc, si c'est créé, c'est qu'on peut le vouloir, et si on peut le vouloir, c'est qu'on aurait pu le vouloir autrement. Donc, quelle est la part dans les mathématiques qui aurait pu être voulue autrement, et qui ouvre la voie des mathématiques fiction à la possibilité d'imaginer qu'il y a toujours quelque chose dans le mathématique de factuel qui aurait pu être autrement, et quelle est la part qui est nécessaire, à laquelle même la volonté d'un Dieu devrait se soumettre. Et je trouve que c'est intéressant parce que si on revient à l'utilisation, mais là il faudrait qu'elle nous le dise dans le détail, mais à l'utilisation, notamment dans les œuvres récentes par Pierre Huyghe, de programmation, d'un outillage qui est fondé sur des algorithmes et sur et qui est un outillage parfois lourd, j'ai l'impression que ça ramène concrètement à une sorte de lutte et à la question qui était la question déjà du démiurge de Platon, qui est à quoi il faut que le créateur ou l'artiste se soumette de structures mathématiques qui vont aussi lui être données par des spécialistes, par des experts, qui vont donner des systèmes, qui vont donner des lois, qui vont donner des règles, qui vont proposer des algorithmes clés en main. Et qu'est-ce qu'il peut déjouer ou qu'est-ce qu'il peut vouloir autrement, ou qu'est-ce qu'il peut détourner de ça? Quelle est la part à laquelle il doit se soumettre et quelle est la part qu'il peut soumettre dans sa production? Et ça me semble rejouer ce que je disais, c'est-à-dire une sorte de démiurgie et contre-démiurgie, y compris dans le rapport aux mathématiques. Alors après, plus précisément, comme tu le disais,
Moi, je crois que même dans les œuvres récentes, mais Anne devrait nous le dire, ça s'exprime ensuite esthétiquement dans le fait que, euh, c'est le début de ta question, euh, il y a de la contingence qui parfois n'est que de la variabilité possible, euh, et il y a forcément quelque chose qui a été voulu par l'artiste, et qui ne peut pas complètement rétroactivement être affecté ou varié, et que donc il y a forcément un rapport de force, me semble-t-il, dans l'œuvre entre quelque chose euh, qui est voulu, qui est là pour produire, sinon de l'indétermination, du moins de la sous-détermination, ou voilà, quelque chose qui va, des formes qui vont se développer de manière qui ne sont pas complètement prévisibles, qui vont produire des effets qui ne sont pas attendus, et en même temps, il y a forcément quelque chose qui, il reste à toutes les étapes et jusqu'au bout quelque chose qui aura été voulu et qui reste déterminé par cette volonté, avec un appareil, me semble-t-il, enfin, on pourrait le dire, technologique, voilà, parfois lourd. J'imagine que c'est pas facile de faire dans les discussions ensuite avec qui ont dû être les vôtres pour avoir ces outils, de faire avec ces outils qui sont aussi contraignants, auxquels il faut aussi se soumettre, j'imagine. Et ça, c'est voilà, une question aussi. On peut pas faire tout à fait ce qu'on veut avec ce que vous avez utilisé, enfin, pour programmer. Et j'imagine que vous avez dû vous heurter tout au long du processus Oui, j'arrive. à, Oui, voilà, à c'est des bon. contraintes. Oui, alors c'est une question qu'il faudrait effectivement poser à Pierre, mais il y a un certain nombre de contraintes évidemment techniques, programmatives dans le déploiement de ces deux figures, puisqu'on parle de deux nouvelles œuvres. La première œuvre, c'est Liminal, l'œuvre introductive de l'exposition, qui est cette figure sans visage, sans monde, et dont le comportement va être affecté par les stimuli envoyés par la réalité sensible, donc ce qui est capté dans l'espace, visible par l'humain ou non visible par l'humain, et en même temps cette entité inhumaine qui est habitée par le monde algorithmique, le monde technologique, d'intelligence artificielle. Donc elle, cette figure liminale, elle est prise entre ces deux mondes, elle devient la membrane et son comportement et l'évolution de son comportement va évoluer. On parle comme tu le disais, comme on disait tout à l'heure, de ce qui pourrait être, de ce qui n'existe pas, de ce qui pourrait être, mais dans une basse intensité, puisque cette chose va évoluer pendant le temps de l'exposition, mais aussi sur les prochaines expositions. Et pour Kamata, c'est la même chose, c'est une double opération. C'est à la fois la naissance d'une subjectivité par ces robots opérateurs qui vont performer ce rituel funéraire infini, et en même temps, c'est le rituel funéraire infini de ce corps sans vie. Donc on a vraiment cet échange entre un corps sans vie et une entité sans vie apprenante. Donc oui, il y a une dimension technologique, il y a une dimension technique liée au développement, mais il y a aussi dans le travail de Pierre et dans cette exposition une grande dimension poétique, presque métaphysique, qui emmène les œuvres à un autre endroit et qui fait que la lourdeur technologique ne prend pas forcément le pas sur, sur l'expérience que l'on fait de l'œuvre. Après, peut-être pour répondre à la dernière question de Grégory, qui était qu'est-ce qui, dans cette exposition, qu'est-ce qui, dans ces nouvelles œuvres, génère un changement dans le travail de Pierre par rapport à avant. Donc effectivement, comme je le disais au début, il n'y a pas forcément de changement quant à l'évolution, l'exposition apprenante, puisque c'est des choses qui existent dans le travail de Pierre depuis longtemps. Peut-être ici la particularité, ce qui a été le vrai challenge pour Pierre pour la mise en place de cette exposition, c'est que Pierre ces dernières années a beaucoup travaillé sur le site spécifique, comme Flora l'a exposé, que ce soit pour The Host on the Cloud au Musée des Arts et Traditions Populaires, que ce soit à la Documenta dans un compost, ou que ce soit dans une patinoire abandonnée à Munster. Et donc le site en lui-même déclenche cette narration, cette fiction dans le travail de Pierre, qui ici
à la Punta, ça a été un autre exercice puisque le site en lui-même est donc un site institutionnel, muséal, chargé d'un certain nombre de contraintes. Donc il a fallu ramener ces fictions dans le site. Pour ça que ces créatures, ces figures sont réapparues dans le travail de Pierre. Elles avaient un peu disparu ces 10 dernières années puisqu'elles ont peuplé comme ça l'exposition. Et en peuplant l'exposition, elles enregistrent la mémoire du lieu par un certain nombre de capteurs, donc vont évoluer, grandir, se modifier, être affectées, coexister, s'hybrider, mais elles vont aussi se déplacer, à l'inverse du travail que Pierre a fait ces 10 dernières années, où les œuvres étaient attachées au site. Donc on imagine un site, une œuvre située qui se déplace et qui apprend de chaque lieu où elle va être. Et puis un autre mouvement dans cette exposition, c'est que quand on reprend la présentation de Flora, il y a toute la période du travail de Pierre autour de l'expédition scintillante, l'expédition en Antarctique, qui est un moment enregistré de son travail avec une certaine forme de subjectivité. Puis il y a un mouvement, un autre cycle d'une certaine manière qui s'opère autour de... je vois Niels. Un autre mouvement qui s'opère avec l'événement en live, comme l'expliquait Flora, avec l'apparition de l'intérêt pour Pierre, de la contingence, de la nature, du vivant, qui va être un autre mouvement dans le travail pour finalement aujourd'hui, avec cette exposition, arriver à la simulation de conditions humaines qui va d'une certaine manière créer un en dehors de nous. Et ces créatures, si elles sont là, c'est aussi pour qu'elles nous regardent et comment ces créatures regardent leur créateur et puissent exister et apprendre d'un lieu à l'autre en gardant la mémoire du lieu qui précède, etc. Donc il y a, je pense, entre ces trois étapes de l'enregistrement d'une situation live et aujourd'hui d'une simulation qui va évoluer. Il me semble qu'il y a une nouvelle approche dans le travail de Pierre avec ces deux œuvres, Kamata et Liminal. Merci Anne. Je voudrais poser à mon tour une question qui m'est un peu inspirée par la question de Grégoire, mais le point de départ, c'est plutôt une réflexion, un élément qu'a cité Flora, qu'au cours du XXe siècle, la question du beau, de la beauté est un peu évacuée par les artistes. En tout cas, elle se pose différemment. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette exposition de la Pointe de la Douane, surtout à partir de l'œuvre que vient de rappeler Anne Kamata, est-ce qu'il y a ce rituel funéraire en train de s'inventer dans ce cadre absolument extraordinaire du désert chilien par toutes les heures du jour et de la nuit? Est-ce qu'il n'y a pas une tentative, peut-être pas théorisée ou formulée, d'affronter de nouveau la question du beau, de la beauté telle que peuvent l'apercevoir des êtres humains, hein, évidemment? Un ciel étoilé qui se reflète dans un miroir, cette espèce de ballet très gracieux des robots qui exécutent ce rituel, enfin, par rapport à d'autres œuvres, y compris Liminal, qui ne provoquent pas chez le visiteur le même sentiment. Oui, alors je disais par rapport à la question de la beauté, bon, c'était un petit peu pour préciser parce que bon, la discipline de l'esthétique a été créée à un certain moment et puis avec l'art conceptuel ou l'art minimal, etc., il y a eu un moment où bon, le beau était moins important, mais je crois que chez Pierre Huyghe, la beauté a quand même été assez importante, très importante. Notamment, je pense, en fait, l'expédition scintillante, c'est déjà un moment où la photogénie, les lumières, l'atmosphère, etc., devient vraiment prenante. Justement, c'est pour ça qu'il parle parfois on peut parler de forme faible, où le sujet s'affaiblit et on essaye de laisser aller à une forme de contemplation aussi. Et donc, même si Pierre Huyghe tente de travailler une forme de chaos et d'indétermination, il y a des critères de beauté qui sont quand même très importants. Et je crois que après, ça peut être la figure
Ligander, donc la sculpture d'une femme nue allongée avec ce nid d'abeilles, ce corps est aussi a une forme, a une certaine beauté. Je crois qu'il dira aussi qu'il recherchait un corps assez simple, quelque chose, un corps de tous les jours. Et je crois que quand on voit aussi Liminal, ce corps presque humain, non humain, cette créature, il y a aussi l'importance de la manière dont ce corps nous apparaît. Et dans Kamata, comme disait Tristan, le fait que la figure humaine soit absentée, mais qu'on voit ces machines très belles, ce ciel incroyable dans ce désert, il y a aussi une forme de beauté. Alors les critères, quels sont-ils et comment est-ce qu'ils les déterminent? Et est-ce qu'on doit aussi les remettre en question par rapport à d'autres esthétiques d'ailleurs, qui sont montrées à la Biennale de Venise, notamment en ce moment? Ça, je crois que c'est des questions qui sont importantes. Oui, et puis il y a tout ce que porte le désert en référence symbolique, métaphysique, philosophique. La situation est déjà là. Quand Pierre prend connaissance de Squelette en 2016, il a été absolument bouleversé par cette situation. Il y pense, il y retourne, et on a un squelette qui merge quasiment avec le sol du désert. On a une colline, on a un ciel étoilé. On est dans le désert le plus aride au monde, sans aucun organisme vivant. On va dire que cette situation est donnée. Et là, Pierre ramène des opérateurs qui vont procéder à ce rituel funéraire. Mais évidemment, il y a la question du sublime et la beauté que apporte le désert en lui-même, qui a intéressé Pierre pour ses raisons esthétiques au départ. Donc en fait, c'est la situation et l'esthétisme de cette situation et ce qu'elle contient qui a déclenché cette narration. Tu parlais de sublime. Et voilà, au-delà du beau, il y a le concept de sublime qui apparaît au XVIIIe siècle. Et il y a beaucoup de figures dans l'esthétique classique et romantique européenne qui sont liées au sublime et qu'on retrouve dans cette œuvre. Le désert, le vide, la nuit, le silence, qui sont voilà, dès l'œuvre de Burke et qu'on retrouve chez Kant, qui sont les figures du sublime. Sauf que l'originalité aussi, je trouve, une des forces de cette œuvre, c'est que c'est une sorte de sublime doux. Parce que le sublime est généralement lié classiquement à la terreur, y compris à la terreur de la disparition de soi ou de la disparition de l'humanité. Le sublime, le sentiment de la possibilité de la contemplation de sa propre finitude et aussi de la finitude de l'espèce humaine qui contemple sa propre finitude ou la finitude de l'individu et qui s'accompagne, voilà, chez les théoriciens du 18e, c'est un sentiment qui est accompagné en général, à la fois d'admiration et de terreur. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est une œuvre où on a le répertoire du sublime, je trouve. Enfin, voilà, l'absence de la figure humaine, le désertique, le monumental, dans les dimensions mêmes de ce qu'on voit. Et pourtant, il n'y a pas de terreur, me semble-t-il, du tout. Mais il y a une sorte de douceur qui peut-être aussi explique voilà, le sentiment que vous évoquez d'un sublime doux et non pas d'un sublime qui susciterait l'admiration, l'écrasement ou la terreur devant sa propre finitude, la perspective de sa propre fin, de sa propre disparition. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, mais je voulais revenir sur la présentation de Tristan et sur donc ce double mouvement démiurgique et contre-démiurgique. D'ailleurs, j'étais ravi d'entendre cette présentation puisque ça m'a rappelé il y a quelques années à Londres, lors d'un talk où Pierre Huyghe était présent, une question qui lui avait été posée par un membre du public sur ce point précis, sur ce double mouvement qui, d'une certaine façon, est assez visible ou évident dans son travail. Et puisqu'on a la chance d'avoir et Flora qui a travaillé avec ses notes et toi, Anne, qui collabore avec lui et travaille avec lui depuis plus de 10 ans, je crois. Je voulais savoir, parce que là on commente en fait son travail, mais est-ce que chez lui, dans sa réflexion, c'est quelque chose qui est présent à son esprit ou c'est plutôt quelque chose qui est évacué? Parce que je me rappelle que quand la question lui avait été posée, il l'avait plutôt évacué assez rapidement. Donc voilà. Alors, si Pierre l'a évacué, je ne sais pas si je pourrais y répondre.
Non, je pense que c'est vraiment une question qu'il faut poser à Pierre. Moi, t'en as pas parlé ce soir, Tristan, mais il y a une définition qui, je te l'ai dit, je l'ai répétée, et qui m'intéresse beaucoup dans le texte que tu as écrit dans le catalogue, qui est cette définition à la suite de cette cartographie du vouloir ou non vouloir, où tu parles de Pierre comme un inventeur involontaire de volonté, qui d'une certaine manière répond à cette ambivalence entre Diemurge et contre Diemurge. Donc inventeur involontaire de volonté, c'est ce dont nous avons parlé ce soir, et ça me semble être peut-être une réponse à ta question.